Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Richard Wolff pour discuter de ce qui se passe dans l'économie mondiale. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Avec plaisir, Glenn. Ravi d'être ici. Eh bien, nous voyons que le pouvoir continue de se déplacer vers l'Est. L'économie mondiale change et l'Occident politique semble moins capable de rivaliser dans ce nouveau monde. Dans ce contexte, nous constatons que le gouvernement américain est toujours paralysé. Les États-Unis imposent des tarifs au reste du monde et se préparent également à attaquer le Venezuela, soit pour un prétendu narcoterrorisme, soit pour s'emparer de son pétrole. Pendant ce temps, en Europe, on parle désormais de nouvelles façons de légaliser le vol des fonds souverains russes. Et les Néerlandais ont même récemment saisi une entreprise chinoise de semi-conducteurs, Nexperia. Alors, à quel stade du capitalisme en sommes-nous? En voyez-vous un? Oui, je sais. J'y pense beaucoup. J'y travaille beaucoup. Ma réponse, si vous me le permettez, doit venir par étapes, au fur et à mesure que nous avançons. Le plus grand problème que vous avez d'ailleurs vous-même évoqué est que le centre dynamique du capitalisme s'est déplacé de l'ouest vers l'est. Il me semble que les preuves sont désormais littéralement accablantes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le voir, mais je considère vraiment cela comme typique des empires en déclin. Ceux qui les dirigent ne veulent pas voir leur déclin, ce que je comprends. Ils sont effrayés par la perspective du déclin, ce que je comprends aussi. Et donc ils font quelque chose que je comprends également. Ils prétendent que cela n'arrive pas. Cela me rappelle une fois où ma petite fille et moi nous promenions, et un chien est arrivé et s'est mis à aboyer. Le chien qui aboyait l'a effrayée. Alors elle a fait ce qui lui semblait logique, elle a mis ses petites mains devant ses yeux. Personne ne lui avait dit de faire cela. Elle l'a simplement fait, parce qu'ainsi elle ne voyait plus le chien. Et il était bien moins effrayant, puisqu'elle ne le voyait plus. Vous savez, c'est un moment où l'on se rend compte qu'un être humain apprend avec le temps que le chien qui aboie est toujours là, même quand on ne le voit pas. Et vous savez, c'est un processus d'apprentissage. Je pense que les États-Unis, où je vis, je vous parle depuis New York, les États-Unis où j'ai vécu et travaillé toute ma vie, se trouvent dans un état que les psychologues appellent le déni. Une grande partie de sa population, ainsi que la majorité de ses dirigeants, en particulier ceux des partis républicains et démocrates, s'emploient activement non seulement à pratiquer le déni de manière plutôt passive, mais aussi à affirmer le contraire, comme s'ils s'efforçaient de se convaincre eux-mêmes que ce déni n'est pas déplacé, qu'ils n'ont en réalité aucune raison de s'inquiéter. Je le formulerai ainsi. Le centre de gravité du capitalisme s'est déplacé, mais le capitalisme est toujours présent aux États-Unis. Nous vivons dans une société capitaliste. Il est vrai que cette semaine, nous avons élu, pour la première fois, un socialiste comme maire de cette ville, ce qui constitue une étape extrêmement importante, et aussi une étape dans ce déclin. Nous restons assurément un pays capitaliste, mais ce n'en est plus le centre dynamique. Ce n'est plus là que les percées technologiques sont stupéfiantes et s'enchaînent les unes aux autres. Ce n'est plus la zone de croissance. Ce n'est plus l'expansion du marché. En somme, ce n'est plus rien de tout cela. Il subsiste quelques secteurs dynamiques. La haute technologie en Californie en fait partie, entre autres. Mais l'essentiel de la dynamique de la croissance capitaliste, la croissance technique, la croissance de la production, la croissance du commerce, s'est déplacée vers l'Est. C'est désormais ailleurs. Et c'est cet écart, comme tu le sais, toi et moi en avons déjà parlé.
Si l'on additionne les PIB du G7, ils étaient à peu près équivalents à celui de la Chine et des BRICS en 2020. Et nous voilà presque 6 ans plus tard, et l'écart se creuse chaque année en faveur de l'Est, non de l'Ouest. Le capitalisme est donc en déclin en Occident. Je dirais que c'est pire en Europe qu'aux États-Unis. Mais quel que soit le cas, la dynamique, la croissance, l'expansion, tout cela est parti vers l'Est. Et on en voit les symptômes dans notre culture ici, littéralement chaque jour. Eh bien, encore une fois, c'est pour cela que j'étais curieux. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes plus capables de rivaliser? Parce qu'il semble y avoir ces différents réflexes. D'un côté, on jette le livre des règles en ce qui concerne la manière dont le commerce international est censé être mené. Et je pense que vous avez également raison, cette ignorance de la réalité. Nous faisons la même chose avec la guerre en Europe. C'est-à-dire que plus la guerre se dégrade, plus la classe politique se frappe la poitrine et intensifie sa rhétorique. Mais voyez-vous une possible inversion de la situation économique, d'une manière ou d'une autre, pour redresser les choses? Parce que dans tous les domaines principaux, qu'il s'agisse du leadership technologique, de la domination industrielle, de la puissance financière ou du maintien de la suprématie du dollar américain ou de l'euro, voyez-vous une voie que l'Occident pourrait emprunter pour commencer à améliorer sa situation? Je ne le vois pas. Je ne vois pas de situation où je pourrais dire, eh bien si ceci, cela et encore cela se produisait, il y aurait une chance d'éviter les conséquences de ce que je viens de dire. Permettez-moi d'être un peu plus concret. Le choc pour les États-Unis et l'Europe, après avoir armé l'Ukraine pendant une période de 10 ans, en la finançant et en la militarisant de toutes les manières possibles, et de constater qu'ils n'ont toujours pas réussi à vaincre les Russes. C'est un problème terrible, vraiment terrible pour eux. Non pas parce qu'ils se soucient tant que ça de l'emplacement des frontières. Ils ont vécu pendant des décennies avec l'OTAN, bloquée par l'Europe de l'Est, quand celle-ci faisait partie du système soviétique. Ils peuvent vivre avec une frontière de l'OTAN réduite. Ce n'est pas un problème sérieux. Et leur inquiétude à propos de l'invasion de petits pays est tellement risible qu'il est difficile de la prendre au sérieux quand des gens autrement sérieux parlent ainsi. Les États-Unis ont envahi le Vietnam, un pays riche, grand et puissant. Pauvre petit pays. Et toutes ces personnes n'ont rien dit. Puis les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, un pays encore plus pauvre, et personne n'a dit petit. Vous savez, un grand pays envahit un petit pays. Puis l'Irak. Franchement, c'est absurde. Nous sommes sur le point de faire quelque chose au Venezuela. Et quoi donc? C'est un exercice d'illusion. C'est un exercice destiné à affirmer, quand on a peur, que la doctrine Monroe est toujours la loi du monde, et que les États-Unis sont là pour la faire respecter. Mais c'est tellement désespéré qu'il leur faut un prétexte totalement transparent. Je veux dire, ces meurtres, je ne sais pas comment cela a été présenté dans la presse européenne, mais je connais les États-Unis, et il y a maintenant eu au moins 60 à 65 personnes, j'en tiens une sorte de compte, qui ont été tuées dans ces bateaux, en partie dans les Caraïbes, en partie sur la côte pacifique de l'Amérique latine. Aucune preuve, rien, zéro. Pas d'avocat, pas de jury, pas de juge, rien. Exécution sommaire par l'armée américaine. Et pour ceux qui regardent cette émission et qui ne connaissent pas le droit américain, nous avons un grave problème de drogue dans ce pays, mais cela dure depuis 50 ans. Toute ma vie, la drogue a été partout. Je peux obtenir n'importe laquelle des soi-disant drogues illégales ici à New York, quand je veux. Quand mon fils et ma fille allaient à l'école publique ici aux États-Unis, ils étaient entourés d'enfants qui avaient et consommaient de la drogue. Ils ont souvent été tentés eux-mêmes, comme tous les enfants. Nous avons un problème sérieux.
et les personnes impliquées dans le trafic de drogue sont arrêtées chaque jour dans ce pays. Aucun d'entre eux n'a jamais été exécuté. None of them has ever been executed. The drug trade is not a capital crime in the United Le trafic de drogue n'est pas un crime passible de la peine capitale aux États-Unis. Et pourtant, voici des personnes prétendument impliquées dans le trafic de drogue, à des milliers de kilomètres des États-Unis, ne représentant aucune menace concevable et qui ont été sommairement exécutées. C'est un comportement grotesque. Même les partisans de M. Trump dans ce pays ne savent pas quoi dire. Vraiment pas. Et lorsqu'ils finissent par dire quelque chose, cela ressemble au scénario d'un western médiocre. Des paroles dures du genre « Oh, il faut les attraper, il faut s'en occuper ». C'est puéril, bien que le mot puéril ne suffise pas, car on tue des êtres humains, et un grand nombre d'entre eux, sans qu'on voie la fin, tout en affirmant qu'ils sont vénézuéliens. with no end in and asserting that they are Venezuelan. No way to know who they are. You haven't looked at their... Impossible de savoir qui ils sont. Vous n'avez pas examiné leurs papiers. C'est ridicule. C'est de la fiction et on s'y acharne. Et remarquez, pas seulement Trump, mais aussi le vice-président, le secrétaire à la défense. Ils participent tous à un exercice qu'un humoriste qualifierait de démonstration de virilité dans le vestiaire des hommes à la salle de sport. Il y a quelque chose de très étrange, presque rituel dans sa forme. Pendant ce temps, la situation économique continue de se détériorer. C'est extraordinaire ce que nous observons. Nous sommes ici à New York, attendant de voir à quel point la récession actuelle, déjà en cours, sera grave et combien de temps elle durera, les deux grandes questions que chaque récession pose au départ. L'emploi se porte mal, l'inflation ne baisse pas, et l'on craint que les droits de douane, qui, en réalité, n'ont pas encore eu d'effet, soient en train de se transformer en hausse des prix de détail. Goldman Sachs et d'autres publient des études à ce sujet. Comme prévu, les importateurs, les entreprises américaines qui importent, ce sont elles qui paient réellement les droits de douane, soit dit en passant. Et remarquez-le, les Américains, à commencer par M. Trump, continuent de s'exprimer dans une confusion soigneusement mise en scène. Si l'on écoute attentivement, les droits de douane sont présentés comme une punition infligée à d'autres pays. Ils nous ont trompés. Ils ont joué avec nous. Les données de la balance des paiements sont détournées pour appuyer cet argument. Et donc, nous allons les punir avec un droit de douane. La plupart des Américains, mes étudiants, j'enseigne l'économie, c'est le sujet que nous enseignons. Je dois expliquer à mes étudiants qui ne comprennent pas qu'un tarif douanier est un impôt imposé par le gouvernement américain aux citoyens américains, puisque le gouvernement américain ne peut pas imposer d'impôts aux citoyens d'autres pays. Donc ils ne comprennent pas leur propre président, qui ne cesse de parler de frapper les Chinois avec un tarif douanier. Je le leur explique et ensuite, bien sûr, ils comprennent. Goldman Sachs a réalisé une bonne étude, ils ne sont pas les seuls, qui montre le schéma de transfert. Ils transfèrent désormais la charge, la taxe supplémentaire qu'ils doivent payer, ils doivent la récupérer d'une manière ou d'une autre, et donc les prix dans le secteur de la vente au détail augmentent. Et cela conduit alors, vous savez, c'est remarquable. Chaque aspect de ce déclin alimente désormais un autre aspect. Je vais vous raconter une histoire. Elle est apocryphe, mais elle illustre bien le propos. Chaque année, le plus grand distributeur des États-Unis, Walmart, que je suis sûr que tout le monde connaît dans le monde, domine ici aux États-Unis. Nous avons la fête de Thanksgiving à la fin du mois de novembre, et traditionnellement, on mange une dinde, cet oiseau préparé pour l'occasion. Alors Walmart, dans une publicité, annonce « Cette année, nous sommes si fiers, nous proposons un ensemble complet. Vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin, la dinde, les carottes et tout ce qui l'accompagne à un prix exceptionnel. Nous avons maintenu le prix bas. »
Cette année donc, avec beaucoup de fanfares, ils ont lancé la publicité et comparé les prix. Cette année, c'est moins cher que l'an dernier. Et nous luttons contre l'inflation. Le président des États-Unis a publiquement félicité et salué Walmart pour son remarquable leadership dans la lutte contre l'inflation. À ce moment-là, tous les journaux du pays, sauf ceux tellement engagés à soutenir M. Trump qu'ils ne pouvaient pas faire ce que je vais décrire, ont souligné que si l'on additionne la liste des articles du panier de Thanksgiving de l'an dernier, il contient un quart d'articles en moins cette année. C'est pourquoi le prix est plus bas. Si l'on compare les mêmes articles de l'an dernier à ceux de cette année, le prix est nettement plus élevé. Très bien, c'est puéril. Mais quelque chose de ce genre se produit désormais presque chaque jour aux États-Unis, et cela ne cesse de révéler et de révéler encore. Et les résultats des élections de mardi dernier, un véritable raz-de-marée, tous les candidats soutenus par M. Trump ont perdu, et tous ceux qui s'y opposaient ont gagné. Certes, il s'agit d'un petit nombre de candidats, mais la Virginie et le New Jersey sont des États très importants dans la structure électorale des États-Unis. Et la victoire à New York dépasse toutes les autres, puisque le socialiste, qui, soit dit en passant, n'a pas été qualifié de socialiste par le président. M. Trump s'est corrigé et a déclaré « Ce n'est pas un socialiste, c'est un communiste ». Or, dans ce pays, c'est l'équivalent de dire qu'il s'agit d'un émissaire du diable avec cornes et queues. Alors le président le dénonce. Et que se passe-t-il? Il obtient plus de voix que tous les autres candidats réunis. Il a recueilli plus de 50% des suffrages. C'est extraordinaire de vivre dans un pays qui a été à l'avant-garde de la célébration capitaliste anti-gauchiste et qui traverse maintenant un déclin qu'il ne peut pas arrêter, auquel il ne peut répondre que de manière théâtrale. Cela engendre un niveau de division tendu dans ce pays. Je pense que si vous veniez le visiter, vous le ressentiriez probablement. Si vous passiez quelques semaines ici, l'atmosphère serait différente de ce qu'elle était autrefois. Tout le monde le sent. Les gens se le disent dans la rue. Il y a un sentiment de catastrophe imminente, une grande dépression, beaucoup d'anxiété. Chez les jeunes, il y a le sentiment d'être né à une époque très malchanceuse, et ils veulent du changement, et ils le veulent ardemment. Ces élections concernent des centaines de milliers de personnes qui sortent voter alors qu'elles ne le font habituellement pas, simplement parce qu'elles se sont dit que peut-être quelqu'un d'aussi différent qu'un socialiste mériterait qu'on lui accorde un vote. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Il semble que l'ancien consensus autour du statu quo, bien sûr modifié dans une certaine mesure au cours des 80 dernières années, eh bien, à mesure que le statu quo disparaît, le consensus s'effrite également. On voit donc aussi bien la droite que la gauche prêtes à expérimenter de nouvelles choses. À droite, ils ont évidemment tenté leur chance avec Donald Trump, tandis qu'à gauche, ils essayent quelque chose de différent à New York. Mais ce qui est préoccupant, c'est qu'il n'y a pas de terrain d'entente, comme vous l'avez dit. Ils semblent se détester avec une grande intensité. Et en effet, les efforts de délégitimation, non pas en répondant aux arguments ou en définissant les problèmes essentiels, mais simplement par cet étiquetage simpliste, du genre « Oh, c'est un communiste », ne peuvent rien produire de bon. Mais en ce qui concerne le cœur du sujet, Glenn, si je peux juste t'interrompre parce que tu dis quelque chose de très important, mais je veux en venir à l'essentiel. J'ajouterai à ce que tu dis, ils n'ont rien à se dire parce que chaque camp veut blâmer l'autre pour le déclin, mais ne peut pas admettre qu'il y en a un, ce qui est une tâche très difficile. Imagine qu'on te demande de prononcer un discours. Tu es sénateur de quelque part. Un discours dans lequel tu les accuses du déclin de l'Amérique.
que tout le monde ressent, mais sans avoir le droit de dire qu'il y a un déclin. Le plus proche que tu puisses dire, c'est le slogan de M. Trump, « Rendre sa grandeur à l'Amérique ». Make America great again. You need to imagine a great past. Il faut imaginer un grand passé, fictif, inventé. Je vais réparer la désagrégation, je vais arranger les choses. C'est l'autre camp qui est responsable. Écoutez, les républicains disent que les démocrates font venir des immigrés. C'est absurde, mais ils le disent. C'est une façon de dire « c'est votre faute si tout décline ». Toute cette folie anti-immigrée, en Europe comme ici, relève du bouc émissaire. C'est un schéma classique. On cherche un objet irréel pour y projeter sa colère, parce qu'on ne peut pas, ou qu'on n'ose pas, affronter la véritable cause. Ensuite, les démocrates détestent les républicains, parce que la manière républicaine de rendre sa grandeur à l'Amérique suppose de bâtir une coalition de gens qui prendront cette idée au sérieux. Qui sont-ils? Qu'il s'agisse des personnes qui sont, vous savez, de fervents chrétiens et qui doivent affronter la réalité selon laquelle l'intérêt pour la religion aux États-Unis est en déclin depuis 100 ans. Rien ne changera cela, du moins pas dans un avenir prévisible. Et cela effraie ceux pour qui la religion reste une question importante. Mais ils la voient disparaître. C'est devenu un sujet de moquerie à la télévision. Les gens ne la prennent pas au sérieux, et quand ils le font, c'est d'une manière très formaliste. On voit soudain la résurgence de la suprématie blanche. Pourquoi? Parce qu'une partie de la population s'est accrochée à cette idée de hiérarchie raciale depuis 100 ans, et elle la voit disparaître, lentement, progressivement, mais vous savez, de plus en plus. Ils sentent qu'ils veulent le soutenir. Ils ne le diraient pas, mais ils l'ont fait. Alors ils se rassemblent autour du slogan « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». Mais en réalité, il s'agit de blâmer, de faire des boucs émissaires de toutes les personnes que vous n'aimiez déjà pas. Et maintenant, M. Trump vous permet d'avoir une place à la table de la vie politique de cette société. Il y a 2 semaines, il a annoncé une baisse du nombre de personnes autorisées à entrer aux États-Unis avec le statut de réfugié, et elle serait limitée de 2 manières. Elle devrait venir d'Afrique du Sud, et elle devrait être blanche. Il a dit cela. Vous savez, un président de ces 40 dernières années, qui pourrait le penser, n'aurait jamais pu le dire. Pourquoi le fait-il? Parce que c'est ainsi que cette coalition qu'il a construite, c'est leur manière de gérer le déclin. Et tout ce que font les démocrates, ils ne sont pas en désaccord. Ils repoussent les immigrés, ils accusent la Russie, ils accusent la Chine, ils accusent les puissances étrangères. Tout cela, c'est acceptable. Tout cela, c'est acceptable. La seule chose à laquelle ils peuvent penser, c'est « Il est autoritaire, M. Trump. Il ne fait pas les choses comme nous le ferions, c'est-à-dire d'une manière plus discrète, sous une façade démocrate plus soignée. » C'est tout. Laissez-moi vous donner un exemple qui s'est produit il y a 2 jours. Kamala Harris, vous savez, la femme qui s'est présentée à la présidence en novembre dernier, a publié un tweet le jour de l'annonce de la victoire de Mamdani à New York. Elle est démocrate. Mamdani, du moins légalement, est démocrate. C'est donc la victoire d'un démocrate, un jeune, nouveau démocrate. Le tweet disait-il quelque chose à propos de Mamdani? Non. Aucune félicitation. Aucun commentaire sur ce que cela pouvait signifier. À la place, c'était un long tweet entièrement consacré à la mort de Dick Cheney, l'ancien vice-président décédé la veille. Et elle a commenté à quel point M. Cheney avait été un grand serviteur de l'État. C'est un homme que le Parti démocrate a qualifié de criminel de guerre à cause de ce qu'il a fait pendant la guerre d'Irak et tout le reste. Un républicain d'extrême droite, et ainsi de suite. Elle n'a pas commenté le succès de son propre parti. Elle a fait l'éloge funèbre de M. Cheney. C'est le Parti démocrate qui déclare la guerre à M. Mamdani et à tout ce qu'il représente.
Je vous raconte cette histoire parce qu'elle montre bien tout se désagrège ici. Cela est tout simplement en train de se désintégrer. Au moins un tiers des partisans de M. Trump le croient vulnérable à ce qui va enfin être révélé dans l'affaire Epstein. Il perdra un grand nombre de soutiens à cause de cela. Tout le monde le pense. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tout le monde le pense. Et il a perdu l'élection. Cela ne peut pas le renforcer au sein du Parti républicain. Il y a une douzaine de personnes autour de lui qui veulent le remplacer et prendre sa place. On assiste donc à une désintégration à plusieurs niveaux dans une société dont l'empire s'efface et qui risque de tomber en récession d'un jour à l'autre, au point de devenir si vaste et si puissante que cela n'est plus seulement commenté dans la presse financière, mais aussi par le grand public. C'est intéressant cependant qu'avec le déclin économique, lorsque l'on voit le système politique commencer à se désagréger un peu, de nouvelles lignes de fracture doivent évidemment être tracées. Et cela implique toujours de définir qui nous sommes par rapport aux autres, ce qui, comme vous l'avez souligné, est en train de changer à la fois dans le Parti démocrate et dans le Parti républicain. Ce qui est intéressant avec les États-Unis, toutefois, c'est qu'ils ont souvent été assez uniques en cultivant un nationalisme très positif, fondé sur l'idée que leurs plus beaux jours sont encore à venir. Des colonies de la côte Est se déplaçant vers l'Ouest, en passant par l'ère bipolaire puis unipolaire, le pays a toujours semblé aller de force en force. Mais maintenant qu'il est confronté au déclin, cela ouvre la porte à une forme de nationalisme plus négative. Nous avons davantage de cela en Europe, je suppose. Cette tendance à regarder en arrière vers un passé glorieux, désormais révolu, et à chercher quelqu'un à blâmer. Et bien sûr, on voit cela apparaître aussi aux États-Unis. Idéalement, pour l'unité américaine, il suffirait de blâmer la Chine et d'entrer dans une nouvelle guerre froide. J'emploie le mot « idéalement » avec précaution ici. Ce n'est pas non plus un grand avenir. Ou bien sûr, on commence à se retourner contre les siens. Autrement dit, si l'on se demande « qui sommes-nous par rapport à eux ?» et que le principal groupe extérieur devient son propre peuple, sa propre opposition politique, on a un problème. Il me semble toutefois que les Européens espèrent que les lignes de front se déplaceront d'une manière qui nous laissera du côté américain. Il est également intéressant de noter que Trump désigne, par exemple, l'Union européenne comme étant encore pire que les Chinois en matière d'exploitation. Et c'est intéressant que, avant que tu ne poses la question, tu n'étais pas sûr de la manière dont la question vénézuélienne est traitée dans les médias européens. Mais il me semble que les Européens ne voient pas vraiment d'inconvénient à l'idée que les États-Unis s'emparent des avoirs vénézuéliens. Surtout parce qu'ils entretiennent des relations si étroites avec les Chinois et les Russes. Mais ils espèrent que cela se fera dans le cadre du monde politique occidental. C'est pourquoi je pense par exemple que le prix Nobel de la paix, c'était presque une évidence pour Trump. C'est-à-dire, écoute, voici l'opposition. Elle veut renverser le gouvernement, mais c'est au nom de la démocratie libérale. Donc si tu le fais au nom de l'hégémonie libérale, en promouvant la démocratie, alors c'est cela l'identité commune de l'Occident politique. Mais Trump a plutôt opté pour le narcoterrorisme, donc davantage de sécurité dure à l'américaine. Je pense qu'il ne se soucie pas de la destruction du Venezuela, tant que, vous savez, nous sommes du côté de l'Amérique dans ces lignes de front, tandis que les Européens se retrouvent à l'extérieur. Mais l'as-tu vu? Penses-tu que les États-Unis prennent leur distance avec l'Europe? Ou comment vois-tu l'évolution de cette relation pendant ce déclin politique? Et quand je dis l'Amérique, je me rends bien compte qu'il y a différentes forces politiques.
Oui, et je veux être franc. Je suis un critique à la fois du capitalisme en général et du capitalisme américain, et je crois qu'une société en bonne santé a besoin de critiques. Tous les systèmes en ont toujours eu. On peut les réduire au silence pendant un temps, mais ils sont toujours là. Donc j'aborde les choses avec un regard critique, et je ne prétends pas avoir de connaissances particulières. Vous savez, je connais beaucoup de personnes qui dirigent le gouvernement, car les États-Unis, contrairement au discours libéral-démocratique, sont une société très hiérarchisée, dominée par le prestige. Donc, vous parlez à quelqu'un comme moi qui vient de ce milieu. Eh bien, j'ai fait mes études à Harvard, Stanford et Yale. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai obtenu tous mes diplômes dans ces institutions. Vous savez, ma camarade de promotion dans mon programme d'économie était... Son nom m'échappe. Janet Yellen, n'est-ce pas? Janet Yellen. Donc, l'un de mes camarades de classe et l'un de mes professeurs à Harvard était Henry Kissinger, etc., etc., etc. Je viens de cette formation, de cette partie de la population. C'est ce qui s'en rapproche le plus pour moi. Je ne reste pas ami avec ces gens-là, donc je lis le journal comme tout le monde. Mais voici ce que je dirais de la situation économique actuelle. On pourrait commencer à plusieurs endroits, mais je vais en choisir un, car il est très frappant et occupe une place très importante dans leur esprit. En relativement peu d'années, nous sommes passés d'un pays avec une dette nationale relativement faible à un pays avec une dette nationale très élevée, de quelques centaines de milliards de dollars, il y a quelques décennies, à 35 000 milliards, ou quel que soit le chiffre exact aujourd'hui. C'est tellement grave qu'en cours de route, nous avons perdu notre note de crédit AAA auprès de Standard & Poor's, Moody's et Fitch, les 3 principales agences de notation au monde, toutes américaines. Elles ont toutes abaissé la cote de crédit des États-Unis. Il y a d'autres pays qui conservent encore la note AAA. Nous n'en faisons pas partie. Pourquoi? Parce que nous approchons du point qu'a atteint Liz Truss il y a quelques années en Angleterre. Celui où l'on veut emprunter beaucoup d'argent et où les marchés financiers répondent. Pas question. Et c'est très grave. Nous sommes tellement endettés que les investisseurs perçoivent un risque. Celui qu'un politicien, de gauche ou de droite, mobilise le public autour d'un slogan du type « Pourquoi payons-nous des intérêts aux milliardaires d'autres pays plutôt que de nourrir nos enfants ?» C'est un argument puissant. Et c'est un argument que vous, en tant que créancier, allez probablement perdre. Ainsi, les créanciers, qui incluent les banques américaines, les entreprises, et ainsi de suite, se retirent. Un président entrant doit faire quelque chose à propos de cette dette. Nous accumulons des déficits de plus d'1, voire 2 billions par an. C'est complètement hors de contrôle. Et d'ailleurs, cela fait partie d'un empire en déclin. Les entreprises et les riches veulent que le gouvernement leur fournisse toutes sortes d'avantages et de services, mais ils ne veulent pas payer d'impôts, et ils soutiennent les politiciens qui agissent en ce sens. C'est la même chose en Europe. La masse de la population veut aussi des choses du gouvernement, et vous les avez déjà accablés d'impôts. Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin, il y aura une révolte. Si vous taxez les entreprises et les riches, vous ne recevrez plus de dons. Si vous imposez les masses, vous ne gagnerez pas les voix. Alors la solution, c'est d'emprunter. Vous allez voir les entreprises et les riches et vous leur dites « Nous ne vous taxerons pas, mais vous devez nous prêter l'argent que nous ne taxons pas. Nous vous le rembourserons et nous vous paierons des intérêts. » Pour les riches, c'est évidemment merveilleux. Quel excellent choix entre payer un impôt et prêter au même gouvernement. Ainsi, les dettes deviennent folles, car cet arrangement politique ne produit aucun autre résultat, comme personne ne devrait s'attendre à ce qu'il en soit autrement. Mais maintenant, vous êtes arrivé au bout. Comme tout autre emprunteur excessif, vous avez épuisé le crédit disponible.
Pourquoi est-ce que je souligne cela? Parce que M. Trump, dont la compréhension de ces questions n'est pas la meilleure, et, si cela vous inquiète, laissez-moi vous assurer que Scott Bessent, son conseiller, est tout à fait sur la même longueur d'onde. Ce sont des personnes ayant des façons de penser l'économie qui sont atypiques, même pour elles. En tout cas, elles sont arrivées avec cette idée. Nous sommes dans une situation terrible. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas taxer les entreprises et les riches. C'est exclu, c'est un tabou. Nous ne ferons jamais cela. Alors que reste-t-il? Comment allons-nous maintenir le système sans nous endetter de manière insensée? La réponse est bien, c'est une situation désespérée. Une situation désespérée appelle des mesures désespérées. Cela signifie que nos anciens alliés ne peuvent plus être exemptés. Nous n'exemptons que nos propres entreprises et nos propres riches. Eux, nous savons que nous devons nous en occuper. Mais nous ne faisons plus cela pour les Canadiens, ni pour les Mexicains, ni pour les Européens. Peu importe à quel point vous avez été un allié proche. Oh, Seigneur, nous aimerions prendre soin de vous comme nous l'avons toujours fait. Mais maintenant, remarquez mon langage. C'est cette image comme si nous les avions portés plutôt que dépouillés. Tout cela est de la pure fiction, mais c'est ainsi que les choses sont présentées, et c'est ainsi qu'elles existent dans leur esprit. Absolument. Quand M. Trump vous dit que parce qu'il y a un déficit entre, je ne sais pas, l'Italie et les États-Unis, cela signifie que l'Italie abuse des États-Unis. C'est ainsi qu'il pense. Et au lieu de s'en moquer, oui, c'est une erreur, mais au lieu de le tourner en ridicule, essayez de comprendre d'où cela vient. Pourquoi cette erreur est-elle répétée chaque jour? Parce que cela s'inscrit dans l'idée que nous allons désormais sauver l'Amérique en utilisant sa propre taille, sa propre importance. Pour les Britanniques, les Néerlandais, les Chinois, les Japonais, ils vont devoir nous payer pour avoir accès à la force que nous possédons. Et c'est ainsi que nous allons maintenir notre puissance. C'est ainsi que nous allons la conserver. Donc, nous n'allons aider personne d'autre. Vous voulez des troupes en Europe? Vous payez. Vous voulez un bouclier militaire? Vous payez. Vous voulez mener la guerre en Ukraine? Vous payez. Nous ne ferons pas cela. Nous préservons nos ressources pour traverser cette période difficile, et nous allons vous prendre chaque centime possible. Le fait qu'Ursula von der Leyen signe un accord avec le président, dans lequel elle s'engage, si j'ai bien lu et si je me trompe, corrigez-moi, à acheter pour 750 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié aux États-Unis au cours des 10 prochaines années, et un montant équivalent, environ 750 milliards en investissement, auquel vous vous engagez à l'avance. Donc, vous allez prendre l'argent généré par l'économie européenne et le transférer là-bas. Enfin, vous allez taxer vos citoyens pour financer les États-Unis. Les politiciens qui font cela vont être chassés du pouvoir à cause de cette décision. Je veux dire, je suis stupéfait qu'il puisse fonctionner ainsi, que cela puisse se faire en Europe. Il faudrait que je vous interroge. Vous devriez m'aider à comprendre comment ce jeu consistant à diaboliser la Russie, tout en traitant Trump avec complaisance, fonctionne. Pour ma part, je reste perplexe quant à l'état d'esprit des dirigeants européens. Je pense que leur état d'esprit actuel, c'est que Trump a jeté l'ancien échiquier en l'air et qu'ils veulent, lorsque les pièces retomberont, qu'elles se placent de manière à ce que, comme je l'ai déjà mentionné, lorsque les nouvelles lignes de front seront tracées, les Américains considèrent les Européens comme faisant partie de nous, en somme. Et comme tu l'as dit, il ne s'agit pas d'extraire tant de richesses, mais dans cette optique, les Européens, ou l'UIME, sont très clairs sur le fait que tous ces accords commerciaux désastreux sont perçus comme une manière d'acheter l'affection de Washington, afin que les États-Unis continuent de voir de la valeur en l'Europe.
Je pense qu'il se trompe dans cette hypothèse. Plus il se laisse exploiter, plus cela crée de problèmes. Deux en particulier. Premièrement, l'Europe devient encore plus affaiblie et plus vulnérable, de sorte que les États-Unis sont moins enclins à la considérer comme un partenaire égal. Et deuxièmement, Trump, je pense que ce n'est pas seulement Trump, mais d'autres aussi, éprouve une certaine méprise pour ce genre de faiblesse, où il n'y a ni colonne vertébrale, ni volonté de défendre les intérêts nationaux fondamentaux. Mais vous avez mentionné que les États-Unis étaient prêts à extraire toute cette richesse de leurs propres alliés. Il existe toutefois quelques exceptions, intéressantes, car Trump, bien sûr, a été élu en disant qu'il allait s'attaquer à la dette. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est là le cœur du problème. C'est ce qui rend tout cela insoutenable. Mais il compte y parvenir en mettant fin aux guerres sans fin. Il a dit qu'il réduirait la dette. C'est pourquoi j'étais satisfait du rôle de Musk. Simplement tout réduire. Mais maintenant, on voit que beaucoup de guerres continuent. En fait, il semble même qu'il pourrait en déclencher de nouvelles. Pourtant, il fait aussi des dons. Il renfloue Israël pendant la guerre et aussi l'Argentine, ce qui est intéressant. Ainsi, le gouvernement américain ferme pendant qu'il aide l'Argentine. Cela semble être l'un des problèmes qui lui font perdre beaucoup de soutien là-bas. Comment comprendre cela? À ce moment critique de l'histoire américaine, alors que nous luttons contre une dette insoutenable, c'est le moment de renflouer l'Argentine. Alors que la base même de Trump a voté pour qu'il fasse exactement le contraire, qu'il s'occupe d'eux d'abord, l'Amérique d'abord, comme il l'a dit lui-même. M. Trump est avant tout un professionnel du spectacle. C'est ainsi qu'on l'appelle ici. C'est un artiste. Il comprend que la manière dont on se présente est d'une grande importance et peut vous mener très loin. Il s'est produit lui-même jusqu'à la Maison-Blanche. En d'autres termes, il a prouvé sa propre hypothèse dans son esprit. Il a montré, regardez, je n'étais pas un étudiant, je n'ai jamais beaucoup compris. J'ai été un playboy toute ma vie. J'ai hérité de centaines de millions de dollars de biens immobiliers de mon père. Tout a toujours été pris en charge pour moi. J'ai échoué dans 8 ou 9 entreprises différentes que j'ai lancées et qui se sont effondrées. Une université, de l'eau en bouteille, des steaks, des casinos. C'est un désastre sans fin, ponctué par une histoire d'enchevêtrements juridiques qui sont devenus une source d'humour dans cette culture. C'est un plaideur modèle qui perd sans cesse, mais s'en moque, parce qu'il a assez d'argent pour que le but de la loi soit d'ennuyer les autres, de les agacer, de leur soutirer de l'argent en frais juridiques, afin d'utiliser sa fortune pour faire fonctionner la loi à son avantage. C'est l'exemple classique. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Si vous regardez les politiques, il n'y a aucun suivi. Il n'y a pas d'examen du type « D'accord, si nous faisons cela, cela aura un effet négatif ailleurs. Nous pouvons quand même le faire, mais comment gérer cet effet négatif pour qu'il ne revienne pas annuler ce que nous essayons d'accomplir ?» C'est ainsi qu'une personne qui comprend la complexité aborde la prise de décision. Vous savez, il faut prendre une décision. Et c'est toujours un risque. Mais on peut atténuer ce risque en examinant, si vous me permettez l'expression, d'une manière hégélienne, les contradictions intrinsèques dans les actes que l'on entreprend. Vous savez que c'est ainsi que le monde fonctionne. Lui, non. Lorsqu'il dit « Je peux mettre fin à la guerre en Ukraine avec quelques coups de téléphone en une semaine », il a en tête que c'est quelque chose qu'il peut faire. Et s'il n'y parvient pas, il va se mettre très en colère contre quelqu'un qui, selon lui, s'est immiscé de manière inappropriée, illégale, avec une intention malveillante, dans la bonne action qu'il s'apprêtait à accomplir. Et il est stupéfait. Et il les abattra, et il se sentira en droit de les abattre, parce qu'ils sont soit ignorants, soit pervers, soit les deux,
en s'opposant à lui. Ainsi, il découvre que ce ne sont pas seulement les Européens. C'est toute la direction du Parti démocrate et la moitié de la direction du Parti républicain qui veulent mener la guerre en Ukraine. Et ils ne vont pas le laisser faire. Ils sont trop nombreux et ont trop de pouvoir dans cette société. Il aurait pu y parvenir, il aurait pu. Mais pour cela, il aurait dû faire des concessions qu'il ne voulait pas faire, car il voit bien que ça pourrait lui nuire. Donc non, il va les écarter tous et conclure un accord avec M. Poutine. C'est ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Si la situation se détériore, il essaiera probablement de le faire à nouveau. Et vous savez comment les Russes réagiront? Je n'en sais rien. Je suis sûr qu'ils y pensent tout le temps. Lui, il ne réfléchit pas jusqu'au bout. Donc vous soulignez, rapidement et à juste titre, qu'il vient tout simplement d'acheter une élection en Argentine, parce que Trump avait clairement indiqué, des semaines avant le scrutin, qu'il donnerait beaucoup d'argent si les gens réélisaient Milei, et qu'il ne leur donnerait rien s'ils ne le faisaient pas. Maintenant, je ne sais pas à quel point cela a été déterminant, ni dans quelle mesure une activité clandestine est venue compléter cette activité ouverte. Mais pour un pays qui vient de traverser une lutte traumatisante autour de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'ingérence étrangère dans nos élections, il faut vraiment s'arrêter, respirer un grand coup et constater qu'il a été aussi facile pour M. Trump d'intervenir dans les élections argentines et que personne ici ne dit un mot. Je veux dire, un parti démocrate doté d'un minimum d'indépendance intellectuelle aurait compris votre remarque. Voici une occasion d'aller voir la base de M. Trump et de dire « Que faites-vous » L'Amérique d'abord signifie 20 à 40 milliards. Et ensuite, ils auraient dû dresser la liste de tout ce que les Américains auraient pu obtenir pour 20 à 40 milliards de dollars, mais qu'ils n'auront pas maintenant parce que nous soutenons un fou au pouvoir en Argentine. C'était du sur-mesure. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez, ils sont pris dans le même déclin impérial. C'est pourquoi ils ne disent pas grand-chose à propos des bateaux. Les meilleures déclarations au Congrès des États-Unis contre le fait de tuer les gens dans les bateaux viennent d'un politicien républicain très grincheux, Rand Paul du Kentucky. Il se lève et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Juge, jury et bourreau. Monsieur Trump, tout seul, dans l'ordre international. Je veux dire quoi? Mais les démocrates, en écoutant ce cours, ne disent rien. Oui, je l'ai vu faire d'autres commentaires aussi, disant qu'environ 1 bateau sur 4 contrôlé pour la drogue n'en transporte en réalité pas, ou qu'il y a erreur. Alors il a dit, eh bien, si on suit les mêmes chiffres, on tue une personne innocente sur 4. Encore une fois, si c'était légal de tuer des gens dans les eaux internationales, avant même de savoir ce qu'il y a sur le navire, dans notre pays. Nous n'exécutons pas les personnes condamnées pour trafic de drogue. Mais laissez-moi vous avertir. Laissez-moi aller un peu plus loin. Les Européens devraient longuement réfléchir avant de décider de se ranger du côté d'un pays dont l'empire est en train de s'effondrer, dont les divisions internes ont atteint un niveau effrayant d'hostilité. Vous savez, avec cet exemple des bateaux et celui de l'ICE, avec ce que cela fait à l'intérieur, je veux dire, vous allez vous ranger de quel côté? Du côté des idéaux libéraux et démocratiques du passé. C'est du passé. La seule façon pour que cela revienne, c'est si M. Trump, ce qu'il fait d'ailleurs, provoque une réaction de rejet. Et M. Mandani, s'il est intelligent et bien conseillé, ce que je soupçonne, comprendra que son levier de pouvoir le plus important ici même, au centre financier du capitalisme occidental, New York où je me trouve actuellement, consiste à aller voir, et il ira voir,
le dirigeant de JP Morgan Chase et tous les autres grands établissements financiers pour leur dire « Vous avez misé votre argent sur M. Trump. Il est maintenant en train de sombrer et vous feriez bien de faire très attention à ce que la réaction contre lui ne finisse pas par plonger le pays dans une situation pire que celle dans laquelle il se trouvait avant que vous ne vous engagiez sur la voie de M. Trump. » Soyez très prudent. La phrase non dite est « Vous avez besoin de moi. Vous avez besoin d'un ami à gauche, car lorsque le virage à droite se révélera incapable de résoudre les problèmes du système capitaliste américain, vous savez où ira la classe ouvrière. À gauche. » Et permettez-moi de rappeler à tout le monde que la dernière fois que le capitalisme s'est effondré, dans les années 1930, la classe ouvrière américaine est allée à gauche. Elle a soudainement donné naissance à deux partis socialistes et un parti communiste d'une taille considérable, qui ont travaillé avec le CIO pour syndiquer la classe ouvrière américaine d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant et qu'elle n'a jamais revue depuis. Ce fut le sommet. Les années 1930 ont vu naître la coalition du New Deal, qui a créé la sécurité sociale, l'indemnisation du chômage, le premier salaire minimum et des emplois publics pour 15 millions d'Américains. Waouh! Et comment ça a-t-il été financé? En taxant les entreprises et les riches. Et qui l'a fait? Un démocrate centriste, Roosevelt, qui avait fait campagne en 1932 pour un budget équilibré. Autrement dit, il n'avait rien d'un gauchiste. Pas le moindre. Et soudain, waouh, c'est exactement ce qui doit trotter dans leur tête maintenant que M. Mamdani leur donne un avant-goût saisissant de la façon dont cela peut émerger ici même, à New York. Toute la direction de la classe capitaliste new-yorkaise s'est mobilisée pour arrêter M. Mamdani. Michael Bloomberg a donné 8 millions de dollars de sa propre poche. Le patron d'Airbnb, le patron de Home Depot, ce sont les milliardaires de ce pays qui injectent de l'argent, tout ça pour rien, pour une défaite humiliante. L'élection n'était pas serrée, pas du tout. C'était écrasant. Je suis en plein milieu. J'ai voté à cette élection parce que je vis à Manhattan et je sais ce que mes voisins me disaient, ce que je n'arrivais pas à croire dans les mois qui ont précédé. Je ne croyais pas qu'il pouvait y arriver, mais tous mes voisins votaient pour Mamdani. Des juifs, des personnes âgées, des jeunes. Vous savez ce que c'était? Il y a peut-être là un grand indice. Ce n'était pas un vote en faveur du socialisme. Écoutez, j'aurais accueilli cela avec plaisir, mais ce n'est pas ce que c'était. J'aimerais que ce soit le cas, mais non. C'était un vote contre le statu quo, tout ce qui s'y rattache, tout ce qui y ressemble ou qui en a l'odeur. Monsieur Cuomo, un vieux routier démocrate, au même titre que Clinton et Obama, plus personne ne veut de ça. Les républicains, encore pire. Alors que voulaient les gens? Ils voulaient quelque chose de différent. Et qu'est-ce qui en Amérique pourrait être plus différent qu'un socialiste musulman? C'était comme une blague, comme s'il portait une pancarte. Vous voulez quelque chose de différent? Le différent, c'est par ici. Et les gens ont dit, exactement, c'est ce que nous voulons. Oui, eh bien, cela remonte à la façon dont tout a commencé. Quand le statu quo n'est plus tenable, les gens sont prêts à jeter une énorme clé dans le système, juste pour provoquer un changement et rompre avec un statu quo qui se reproduit sans cesse. Je pense que la grande ironie ici, cependant, c'est que c'est exactement ce qui a permis à Trump d'être élu. Parce qu'il disait, vous savez, ces élites, c'est pas nous, je vais vous sauver. Et ils ont effectivement jeté cette clé dans le système. Mais maintenant, bien sûr, c'est lui qui gère ce déclin économique. Et il semble que la meilleure chose qu'il puisse faire soit de dire aux gens que tout va merveilleusement bien, que nous avons l'économie la plus dynamique du monde. Mais à mesure que les gens se rendent compte
que ce n'est pas leur réalité, que la bourse a peut-être grimpé, mais que le niveau de vie continue de souffrir. Ils se tourneront vers la prochaine personne prête à jeter la clé dans le système. Et ce sera peut-être votre nouveau maire. C'est exact, c'est possible. Et je peux vous assurer qu'à travers tous les États-Unis, dans chaque ville et chaque village, il y a des personnes comme M. Mamdani qui envisagent désormais de s'engager politiquement dans leur communauté. Vous avez, si vous me permettez l'expression, libéré le génie proverbial de sa bouteille, et il est impossible de le faire rentrer. Il se répand déjà de manière diffuse partout, et il n'y a pas assez de bouteilles, ni assez de gens. Les implications, je vous le dis, je commence à peine à en prendre conscience, et elles m'assaillent littéralement toute la journée. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise. Ce sont des temps fascinants. Voir comment cette décadence économique, je suppose, alimente cette fragmentation politique massive. Voir un effondrement. Donc, encore merci. Oui, avec plaisir, Glenn. À un moment donné, j'aimerais aussi parler avec toi de l'Europe. Tu sais, mon père est né en France et ma mère en Allemagne, donc j'ai un pied en Europe. Je parle ces langues. L'une des choses les plus étonnantes pour beaucoup d'entre nous ici, aux États-Unis, surtout si nous avons un lien européen, c'est le déclin de l'Europe. La Renaissance, la Réforme, la Révolution française, le marxisme, toutes ces grandes créations de l'Europe. Que se passe-t-il alors que cette partie du monde se rétrécit? La Grande-Bretagne n'est plus l'empire qui gouverne le monde, mais une petite île humide au large de l'Europe. Que se passe-t-il? Pourquoi les États-Unis et la Chine parlent-ils d'un monde où l'Europe n'est qu'une arrière-pensée? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on voit cela lorsqu'il y a des accords politiques conclus à Gaza ou ailleurs dans le monde. Les Européens, s'ils sont invités, ne sont là que pour rester en arrière-plan et être tournés en dérision. Et vous savez, en tant qu'Européen, je trouve cela déchirant de voir la direction que prend le continent. Mais on me l'a expliqué ainsi. Enfin, je n'ai pas parlé directement, mais j'étais à une conférence la semaine dernière avec le ministre des Affaires étrangères de Hongrie à Minsk. Et il l'a formulé en ces termes. Les Européens traversent une crise de rationalité et de bon sens. Mais j'aimerais beaucoup discuter de cette question avec vous la semaine prochaine ou plus tard, si vous êtes disponible. Alors, merci. Je pense qu'une partie de ce qui déterminera l'avenir de l'Europe dépendra bien sûr principalement de l'Europe elle-même, mais aussi de l'attitude ici, de la manière dont les gens perçoivent l'Europe à travers le prisme de l'expérience américaine. Très bien, nous en reparlerons. Good, so we'll talk again.